Eh bien, bonjour à tous et merci d'avoir choisi de nous suivre dans cet entretien. En fait, une série des entretiens que nous avons annoncés dans l'une des vidéos et qui a fait déjà preuve donc d'une présentation. La vidéo est déjà publiée sur la question du monde. L'idée étant pour nous celle de présenter oralement les éléments essentiels du travail que nous avons réalisé et dans le cadre de notre thèse intitulée « Le mythe de la vérité ». Eh bien, si le premier entretien déjà publié a porté sur la question du monde, eh bien, celui de maintenant, celui d'aujourd'hui, va porter sur la question du langage. Et sachant que dans le travail que nous avons présenté, notre thèse, le mythe de la vérité, eh bien, il a été question de présenter 5 problématiques, à savoir la problématique du monde, la problématique du langage, la problématique de la pensée, la problématique de la vérité, ainsi que la problématique de l'unité. Comme pour dire que lorsque nous posons la question de la vérité, eh bien, il est nécessaire de passer par la question du monde, comme soubassement et point de départ d'une réflexion essentielle pour y aboutir en passant par la question du langage, celle de la pensée, et voilà, pour aboutir à celle de la vérité. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire de revenir un petit peu sur ce que nous avons vu la fois dernière concernant le monde. Alors, concernant le monde, nous avons bien insisté sur le fait que le monde ne concernait pas les choses telles que nous les voyons, mais concernait la manière dont nous voyons les choses. Ce qui est une nuance à ne pas négliger, dans la mesure où les choses telles que nous les voyons et la manière dont nous voyons les choses, eh bien, sont deux affirmations qui sont tout à fait différentes et qui nous mettent sur des registres d'analyse tout à fait différents, dans la mesure où, du point de vue logique, eh bien, la manière dont nous voyons la chose n'est pas forcément la chose telle qu'elle est ou la chose telle qu'elle peut nous paraître. Bien. Et donc, nous avons parlé du monde comme comme étant déjà une entité ontologique, c'est-à-dire une possibilité des choses, la possibilité que les choses adviennent, et ça le monde, et le monde comme étant l'ensemble des faits et des choses, en fait, évidemment, structurées. Donc, nous avons insisté sur la question, la dimension ontologique, c'est-à-dire avant que les choses ne puissent apparaître, elles sont d'abord possibles, pour dire que ne peut apparaître que les choses qui sont possibles, et la question de la possibilité est intéressante, très intéressante aux yeux donc des logiciens. Parce que la possibilité précède la faisabilité. C'est ça la question. C'est-à-dire que avant que les faits ne soient tangibles, les faits ne soient visibles, ils sont d'abord possibles. Et cela, nous le découvrirons, nous le verrons tout au long des entretiens et tout au long de ce programme qui veut expliciter le travail que nous avons rendu et possible avec l'Université française de Paris-Sorbonne. Donc, voilà. Donc, si le monde est une affaire des faits, le monde est une affaire des choses, le monde est une affaire de structuration, eh bien, cela nous amène justement à faire la différence qu'il peut y avoir entre le monde tel que nous le voyons, le monde tel que nous l'entendons, le monde tel que nous le projetons. Voilà. Voilà. Donc, si ce qu'il faut saisir, c'est la manière, ce qu'il faut saisir, c'est le sens des choses, le sens du monde, eh bien, cela nous amène à parler du langage. Pourquoi? Parce que, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'organisation de mon travail, après avoir parlé du monde, je devais nécessairement parler du langage. Pourquoi? Parce que justement, nous ne pouvons accéder
au monde, nous ne pouvons percevoir les choses qu'à travers le langage, à travers, non pas les mots en tant que tels, mais leur usage. C'est-à-dire que notre usage des mots, ou la manière dont nous utilisons les mots, est le moyen, l'unique d'ailleurs, qui nous permet d'accéder ou de saisir la réalité. Je saisis le monde qui correspond avec la manière dont j'utilise les mots. Donc, nous ne pouvons pas accéder à la réalité, nous ne pouvons pas analyser la réalité, nous ne pouvons pas comprendre quoi que ce soit en dehors du langage. Autant dire que le langage est en fait la seule et l'unique porte qui nous permet de comprendre les choses, de les appréhender, de les saisir, d'analyser ou tout simplement d'exister en tant que subjectivité, en tant que monde. C'est l'idée que je vais décortiquer ou développer dans l'entretien qui commence, dans le présent entretien, évidemment. Cette place du langage, Wittgenstein l'a bien comprise, et aussitôt, quand il parle du langage comme étant le miroir de la réalité. Le langage est le miroir de la réalité, c'est pour dire ce lieu du reflet, c'est-à-dire le langage est ce qui reflète la réalité. Il dira aussi qu'apprendre une langue, c'est rentrer dans un nouveau monde. Donc le langage est la porte d'entrée dans tout monde. Et nous, la fois dernière, nous avons terminé notre entretien en insistant sur le fait que le monde n'était autre chose que la manifestation de notre subjectivité, notre représentation, notre volonté. C'est-à-dire le monde était d'abord dans la manière de vivre les choses et non pas dans les choses en tant que telles, s'il faut le rappeler. Et donc, chez Wittgenstein, évidemment, nous pouvons rentrer dans un monde, quand nous parlons de rentrer dans un monde, évidemment, nous ne parlons pas du monde comme étant un espace, nous avons parlé du monde en tant qu'entité psychologique et subjective, eh bien, le langage reste ce qui nous permet, et tout ce qui nous permet d'accéder au monde, et c'est ce que nous allons ici aborder. Mais la question devient de lors celle de savoir, ben, comment ça se fait que le langage est tout ce qui nous permet d'accéder à la réalité, tout ce qui nous permet de connaître, tout ce qui nous permettait de savoir quoi que ce soit. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, tout simplement parce que le rapport du sujet, parce qu'il en existe un, c'est-à-dire la dialectique entre le sujet et le monde, passe par le langage. Et ça, c'est une explication qui est tout à fait introductive, qui est tout à fait basique, parce que les choses vont être plus complexes que ça par la suite. C'est-à-dire que nous avons un monde et nous avons un sujet. Pour comprendre, en fait, pour que nous puissions vraiment rentrer dans commencer par saisir le sens et surtout comprendre le ce pourquoi Wittgenstein s'est engagé dans cette démarche qui consistait à analyser foncièrement le langage, analyser le mécanisme de le langage, et bien pour mieux comprendre et expliquer en même temps la pertinence, la centricité même du langage par rapport à tout cela. Et donc, le langage est cet espace clé. Pourquoi? Parce que justement, la dialectique, et c'est la première raison, c'est que la dialectique entre les choses et le sujet, et donc elle est rendue possible par le langage. C'est-à-dire que nous ne pouvons avoir aucun rapport avec la réalité qui ne puisse non pas passer par le langage, mais qui ne puisse pas être le fait de du rôle du langage, qui ne puisse pas être la conséquence de l'usage des mots.
Donc, tout rapport à la réalité est la conséquence de l'usage du mot. Vous comprenez bien que je ne dis pas passe pas, parce que le rapport ne passe pas. C'est le rapport lui-même qui est le fait de langage. Le rapport lui-même, le rapport en tant que tel. Donc, nuancer ce qu'on dit, c'est tout à fait, c'est aussi important dans la compréhension, dans l'analyse que nous pouvons faire en tant que logicien sur la réalité, sur les choses. Et c'est à quoi je vous invite. Donc, le rapport aux choses, la compréhension des choses n'est pas quelque chose qui passe, mais est tout simplement la manifestation du langage, la matérialisation du langage. Donc, la première des choses, il est très important de parler du langage pour comprendre le monde. Eh bien, pourquoi? Parce que le rapport, la dialectique que nous avons en tant que le monde est le fait du langage en tant que tel. C'est le premier rôle et la première nécessité. La deuxième, il est très important. Pourquoi? Parce que, alors, deuxièmement, justement, c'est, eh bien, comment cette nécessité s'exprime-t-elle? Quel est le mécanisme qui permet cette dialectique? Qu'est-ce qui, alors, parce que cela sous-entend l'existence d'un lien. Quel est le lien entre le langage et la réalité? Donc, nous mettons le langage, l'homme et la réalité. Donc, basiquement, parce qu'après, c'est pas ça. Les choses ne se présentent pas toujours de cette manière-là. Mais pour commencer, commençons de cette manière-là. Eh bien, l'histoire est des mots et de l'usage des mots. Et donc, nous soulignons que c'est l'usage des mots qui crée le lien entre le langage et la réalité et qui met le sujet en connaissance ou au contact de la réalité. Donc, le lien existe et que ce lien passe par ou est fonction de l'usage que nous faisons des mots. Et déjà, nous voyons, cela nous amène à parler de la structure du langage. Donc, le langage a quelque chose à voir avec déjà les mots. Et ensuite, le langage a quelque chose à voir avec l'usage. Maintenant, s'agissant des mots, vous verrez que le langage est un ensemble. Le langage est une infinité possible des mots structurés. Le langage est structuré comme le monde. Et déjà, si nous retournons, nous rappelons ici de Wittgenstein qui parlait du langage comme miroir de la réalité, et donc en tant que miroir, le langage ne peut que montrer la forme qu'elle montre, c'est-à-dire la forme du monde, qui est une forme logique. Et du coup, le langage a une forme. La forme du langage est une forme logique, à la manière de celle du monde. Du coup, vous verrez, vous comprendrez avec moi que le langage ne serait, et ça c'est l'affirmation que j'ai essayé d'avancer dans mon travail, c'est que le langage ne serait autre chose que la dimension sémantique vivante ou usuelle du monde. Donc, c'est le monde lui-même tel qu'il est articulé, verbalement, tel qu'il est, et donc décrit. Voilà, donc le langage est l'ensemble des choses, mais le langage n'est pas l'ensemble des choses n'importe comment. Parce qu'il s'agit d'une structure à la fois logique et sémantique, parce que la différence entre la structure du monde et la structure du langage, c'est que la structure du monde, si elle est une structure ontologique, tandis que la structure du langage est une structure sémantique. J'insiste sur le mot structure pour donner de la valeur à la dimension logique des choses. C'est donner de la valeur au fait que les choses toutes seules
ne peuvent faire l'objet de sens ni de significance, ni de signifiance en fait. C'est de dire que ce qui nous intéresse dans l'analyse, c'est non pas les choses en tant que telles, mais la manière dont les choses se sont organisées pour donner sens. Donc, la manière dont celles-ci se sont structurées. C'est voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle nous insistons sur le mot structure, sur la notion de la structure. Parce que les choses sont structurées et c'est pour cette raison que nous les comprenons, que nous les saisissons. Et en dehors de le fait d'être structuré, nous ne pouvons rien comprendre, nous ne pouvons rien saisir l'essentiel. Voilà. Donc, le langage est l'ensemble des choses, mais des choses structurées. Et la structure des choses s'appelle proposition. La proposition est une entité structurée des mots dans le cadre du langage. C'est-à-dire que lorsque vous avez une proposition, vous avez une structuration qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir pour comprendre ce que celle-ci décrit et dit au sujet de la réalité. Parce que le langage est un phénomène, la phénoménalité du langage. Nous sommes dans la phénoménologie, en fait, lorsque nous parlons du langage. Je crois que mon ami Clément Chouari, depuis Lubumbashi, qui est un phénoménologue acharné, on va dire acharné, passionné, voilà, serait vraiment d'accord avec moi pour dire que le langage est une phénoménalité, est un phénomène, le phénomène social du langage. Lorsque nous parlons, nous manifestons. Et nous nous manifestons, surtout nous-mêmes, en fait. Et nous le verrons plus tard. Donc, la phénoménalité du langage est due au fait que, eh bien, justement, il s'agit d'une structuration des mots, eh bien, visant à décrire une situation donnée. Donc, le langage est d'abord l'ensemble de ces structurations, l'ensemble des faits, et le langage est aussi la manière dont ces choses, ces mots sont structurés. Alors, donc, le lien est là. Le lien veut dire que le langage assure la dialectique entre le sujet et la réalité. L'autre lien est que le langage est le lieu et l'expression de la manière dont le sujet perçoit les choses. Et l'autre idée est que le langage n'est pas un agrégat des mots, mais que l'était, et c'est la définition de Christian Chauviré, que le langage était un ensemble des mots structurés. C'est-à-dire une affaire des mots tels qu'ils sont structurés au sein des entités sémantiques bien déterminées, c'est-à-dire des propositions. Et donc, par proposition, ce qu'il faut entendre, c'est la description d'une verbale, qui dit description, dit déjà langagier, à travers les mots, hein, c'est-à-dire on ne peut décrire qu'à travers les mots, et donc c'est la description verbale, langagière, d'une situation donnée. La situation, elle est du côté des faits, et donc du côté de ce qui arrive, c'est-à-dire du côté du monde. Si nous pouvons le définir ainsi dans un premier temps. Donc le langage nous permet de décrire le monde à travers les faits. Donc parler du langage, c'est parler en réalité des faits, des propositions telles qu'elles décrivent et signifient des faits, telles qu'elles renvoient aux faits. Et c'est intéressant de le saisir dès maintenant, car plus tard, lorsqu'il sera question d'analyser ou de présenter le problème de la pensée, le problème de la vérité, ça sera compliqué. Et nous aurons besoin de cette définition-là, ce lien. C'est-à-dire que le fait renvoie, enfin, le langage devait le renvoyer au monde. Et si le langage renvoie au monde, c'est parce que tout simplement que le langage est l'ensemble des propositions qui, elles, renvoient
nécessairement aux situations bien déterminées, c'est-à-dire aux faits. Si nous sommes d'accord sur cette affirmation, eh bien nous avançons. Eh bien, qu'est-ce qui fait que le langage renvoie, que les faits renvoient forcément, ils devaient décrire forcément les situations? Eh bien, c'est parce que les propositions sont structurées par les mots. OK? Et alors, qu'est-ce qui fait que les mots, pourquoi les mots ont-ils ce pouvoir de permettre aux propositions de décrire les situations? Ben, c'est parce que chaque mot renvoyait à des objets, à des choses bien déterminées, c'est-à-dire des choses bien concrètes. Voilà. Mais là, la question vient maintenant de dire, ça vient ça de dire, qu'est-ce qui fait qu'un mot, un simple signe, et là nous pouvons faire recours à la linguistique. La logique dépend aussi de la linguistique. Alors, vous savez, en logique, nous pratiquons ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, les disciplines font appel à d'autres pour résoudre leurs problèmes. Et donc, à ce niveau-là, lorsque nous parlons du langage, en tant que logicien, nous avons besoin de recourir à des considérations, aux résultats de recherche dans le domaine de la linguistique. Car parler des mots, parler des propositions, parler des choses, eh bien, cela nous renvoie à des considérations linguistiques telles que celle-ci se veut et être le lieu d'analyse de la manière dont le langage s'organise, dont les propositions se structurent. La grammaire et l'étude de la manière dont les mots se structurent pour donner sens, pour exprimer, pour faire passer un message. De la manière logique, en fait. La grammaire, en fait, c'est l'art de combinaison des mots, l'étude du sens de l'usage des mots, quoi. Maintenant, si les choses désignent, et là, c'est justement la question de la désignation, le fait que les mots puissent renvoyer à des objets, à des choses, c'est ce que nous appelons dénomination, désignation, tout simplement. Les mots dénomment. Et lorsque les mots dénomment, sur le plan logique, nous parlons des noms. Et lorsque les mots désignent, il reste des mots. Et vous verrez qu'il y a deux types de mots dans une proposition. Il y a des mots et des noms. Voilà. Mais qu'il s'agisse des noms, et c'est ce que nous allons, à cela que nous allons nous arrêter, parce que nous pouvons aller plus loin, parce que si nous allons plus loin, là, nous nous mettons à parler de la pensée, qui est une problématique réservée dans un autre entretien. Donc, si nous arrêtons là, eh bien, nous nous disons tout simplement que la proposition est l'ensemble, et tout simplement une structure des mots corrélés de manière logique, donc de manière qui puisse donner sens, de manière perceptible, compréhensible. Voilà. Donc, le langage comme miroir, eh bien, c'est le langage comme mécanisme qui permet de voir le monde grâce à des propositions, qui permettent de décrire. Quand on décrit, on voit, on perçoit. La description permet de percevoir la chose. Nous pouvons bien percevoir qu'est-ce que nous sommes en mesure de décrire, ce dont nous sommes en mesure de voir, de décrire. Et c'est la phénoménologie, cette dialectique avec les choses. Et donc, le langage nous permet, parce que ça nous permet ce lien-là, en se manifestant, cela nous permet d'être en lien et
de décrire et de désigner les choses. Et lorsque nous désignons les choses, eh bien, nous les connaissons. Vous voyez que, au final, dans un autre entretien, lorsque viendra le moment de parler de la vérité, de la connaissance, du savoir, nous aurons besoin de ces affirmations-là. C'est-à-dire, nous pouvons connaître qu'est-ce que nous pouvons désigner, que des choses dénommées, que des choses dont nous savons comment les désigner, comment les décrire. La connaissance passe par déjà la dénomination, le fait de nommer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui font des recherches dans l'espace pour trouver des nouvelles planètes à partir des objets, hein, à partir du moment où un objet est trouvé, eh bien, il est nécessaire de lui donner un nom pour le connaître avant toute chose. Voilà. Donc, tel est là le mécanisme du langage, un mécanisme qui se structure, qui est un mécanisme logique, qui comprend les propositions, les objets, et décrivant et désignant les choses. Mais la question de Wittgenstein est celle de dire, alors, si tout langage décrivait le monde, si toute proposition décrivait une situation donnée, si tout mot renvoyait à un objet précis et connu, comment se fait-il que parfois nous parlons sans désigner? Comment se fait-il que certains langages sont vides de sens? Comment ça se fait que certains mots n'ont pas d'objet correspondant, n'ont pas de choses qui les correspondent dans la réalité? Comment ça se fait que certains mots, certains discours ne renvoient pas au monde en tant que tel? Comment ça se fait que dans notre langage, il y a tout ça? C'est ce qu'on appelle des ambiguïtés langagères. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème de compréhension même du monde, de compréhension de la réalité. Si ces ambiguïtés-là persistent, eh bien, la conviction dès lors de Wittgenstein, ayant envie de faire la philosophie, eh bien, c'est une conviction logique, c'est-à-dire que nous devrions d'abord, alors, dans ce cas-là, pour connaître les choses, pour mieux les appréhender, pour mieux saisir le sens du monde et des choses autour de nous, la première des choses à faire, c'est d'éliminer les ambiguïtés, de purifier le langage, de faire en sorte que le langage en tant qu'outil qui nous permet de saisir et de comprendre le monde, ça soit le plus efficace possible. Et l'efficacité du langage doit passer par la netteté dans sa manière de décrire la réalité. Et pour atteindre cette netteté, cette clarté, la clarification du langage, ça c'est un projet essentiel chez Wittgenstein. Et donc, nous devons faire en sorte que dans le langage, il ne puisse y avoir que des propositions qui renvoient à des réalités concrètes, significatives. Que